Voilà, ils sont là, les derniers invités de ce matin. Pierre Basseya, président national de l'Alliance politique des Kassavoubistes APK. Pierre Basseya, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. C'est vous qui êtes en képi. Exactement. Ça, c'est trop publicitaire. Tous les partis politiques portent ces histoires. Comment vous appelez ça? Ben, ça, ce sont des écharpes du parti. C'est pour montrer à la population ce que nous sommes. Nous sommes l'Alliance politique des Kassavoubistes, APK en sigle. Kassavoubistes. Oui. Fédéraliste en son temps face à Lumumba unitariste. Ce sont les pères de l'indépendance. Et le secrétaire général de cette même alliance politique des Kassavoubistes, c'est Christian Mambou. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur qui n'est plus à présenter parce que Itié, en son temps, c'est vous qui étiez tout le temps devant les médias pour rendre compte. De l'ITIE, oui. J'étais le premier coordinateur national de l'ITIE RDC. Vous avez fait combien d'années pratiquement? Je suis rentré en 2007 et je suis parti en 2011. Voilà. Donc j'étais le premier coordinateur. C'est moi qui ai installé ce projet ici. Et j'étais même administrateur au niveau international représentant l'Afrique francophone. Oui, pendant que le Congo à un moment donné était bien coté. Effectivement. Dans le cadre de la gestion des revenus des ressources extractives. Bon, votre domaine est très compliqué. Je préfère que vous preniez la parole. C'est vous le secrétaire général. Oui. Le président, à un moment donné, on fera recours à lui, mais c'est vous qui avez voix au chapitre aujourd'hui. Parle-nous de l'unitarisme et du fédéralisme. Vous êtes des fédéralistes. Nous sommes des fédéralistes. Mais d'abord, vous dites que vous soutenez Mordicus que l'unitarisme a montré toutes ses faiblesses. Oui, oui. Même si il a eu à nous apporter plusieurs avantages après la colonisation, pendant l'époque de Mobutu, pendant la guerre froide et pendant ce temps de sécession katangaise, Sud-Kasaï et ainsi de suite. Monsieur, vous avez la parole, membre. Oui, le fédéralisme et l'unitarisme, c'était deux tendances du système politique qu'on devait adopter après notre indépendance. Donc, à l'aube de l'indépendance, les pionniers de l'indépendance qui étaient M. Kassavoubou, le président de la République, et Lumumba, le Premier ministre. Ils n'étaient pas qu'à deux, ils étaient nombreux, voilà. Ils étaient nombreux, mais des majors. Je parle des majors, des tendances. Hein? Il y avait M. Lumumba qui était le major de tendance de l'unitarisme et M. Kassavoubou, le major de tendance fédéraliste. En fait, les deux tendances, si vous voulez, M. Lumumba a été préparé par la Belgique. Il a voulu faire de ce pays un État-nation, c'est-à-dire faire fi des valeurs ethnologiques, sociologiques, linguistiques, culturelles de notre pays et faire de notre pays un tout. Mais comment expliquer la Belgique qui avait préparé Lumumba, selon vous, puisse lui inculquer l'unitarisme alors que la Belgique était un royaume, mais qui est dans le fédéralisme? Oui. Les Wallons ont un gouvernement, un parlement. Oui. Les Flamands ont un gouvernement également. Vous êtes les potoïstes, pour dire, vous avez vécu en Europe, vous connaissez ce que je vous raconte. Oui. Également les Allemands. Alors, comment préparer un unitariste alors que c'est le pays qui le prépare est fédéraliste? L'objectif était inavoué, c'est vrai, mais l'objectif réel, c'était ceci. Il fallait avoir un seul interlocuteur pour la République démocratique du Congo. Le fédéralisme donnait l'altitude à la République démocratique du Congo d'avoir plusieurs administrations décentralisées, fortes, et puis qui pourraient gérer le développement du Congo. Mais l'unitarisme, eux, ils voulaient faire de ça comme une certaine monarchie. C'est-à-dire, quand vous regardez, nous allons rentrer bientôt dans notre constitution, vous allez voir la structure de notre constitution telle qu'elle a été faite en Belgique, à Liège. Elle consacre tous les pouvoirs à l'institution chef de l'État. C'est le chef de l'État qui est le mandat, qui est le comptable de son mandat.
c'est le chef de l'État qui est le chef de l'exécutif, c'est le chef de l'État qui convoque le Conseil des ministres, mais le chef de l'État ne répond pas devant la représentation nationale. Donc c'est nous sommes dans un régime semi-présidentiel, mais un régime aussi semi-parlementaire, c'est ça? Oui, semi-parlementaire, semi-présidentiel, hybride. Voilà. En fait, on peut parler d'un régime assez hybride. Et comment le président de la République devient le tout-puissant? Ah voilà, c'est-à-dire devient le maître aux commandes de tout. Le président de la République, c'est le chef de l'exécutif national. Il convoque les réunions du gouvernement, il convoque le Conseil des ministres, il préside le Conseil des ministres, mais il ne répond pas. En cas de conflit, persistant entre le gouvernement et le législatif et l'Assemblée, qui est d'ailleurs dans le gouvernement et l'émanation, le président de la République dissout l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, à la place de dissoudre le gouvernement où lui est le chef de l'exécutif. Vous comprenez que le gouvernement qui est l'émanation de l'Assemblée nationale est en conflit avec l'institution d'où il émane. Lorsqu'ils sont en conflit persistant, le chef de l'exécutif, au lieu de dissoudre, le gouvernement national, il dissout l'Assemblée nationale. Donc ça, or, cette Assemblée nationale, c'est lui le patron ou le chef du gouvernement et le chef de l'exécutif. Voilà. Donc c'est une contradiction. Eux, ils lui rendent compte. Voilà, oui. Eux, ils lui rendent compte, mais lui ne rend pas compte à l'Assemblée nationale. Franchement, l'hybridisme, vous avez raison. Alors là, vous remarquerez... Un hybridisme dangereux. Vous remarquerez que le président de la République aura tous les pouvoirs par le fait. Et même maintenant, avec notre Constitution, parce que nous devons y aller rapidement, dans notre Constitution, on consacre qu'il y a 3 lectures maintenant. Le bicaméral, donc l'Assemblée nationale, le Sénat, donc le Parlement avec les 2 chambres. Et après, lorsque la loi est adoptée par ces 2 chambres, doit être relue par le président de la République dans les 15 jours. Et il peut donner encore sa relecture et remettre en discussion la même loi. Au Parlement. C'est-à-dire que le président, c'est le chef suprême. C'est le chef suprême, c'est lui qui est pratiquement le monarque de la République. C'est quelqu'un, c'est fait à dessein. Comme ça, les puissances impérialistes. Mais comment expliquer que à l'époque du FCC, comment on appelle encore? FCC Cash. Oui. Oui. Comment expliquer que le président, à un moment donné, il s'est dit coincé, alors qu'il a tous les pouvoirs, il a dit on m'a bloqué, on m'a empêché. Et voilà pourquoi le président crée un gouvernement parallèle. C'est comme ça que le chef de l'État, donc l'institution président de la République, crée un gouvernement parallèle au sein de son cabinet qu'on appelle les conseillers. Parce que lorsque le président de la République est élu sur base d'un programme, il doit défendre son programme pendant son mandat pour qu'il soit réélu, soit il finisse ses mandats s'il en a fait déjà 2. Mais lorsqu'il est le seul comptable de son programme et qu'on lui accole un premier ministre qui n'est pas de son obédience, ça risque soit de faire de la cohabitation. Comme il n'était pas en odeur de sainteté avec le vieux Ilunga Kamba. Oui. Voilà, c'est le cas d'espèce. Et la Cour, c'est vraiment un cas d'école que les juristes devaient voir et les politologues devaient revoir pour que nous puissions passer au fédéralisme. Parce que l'unitarisme, lorsque ça arrive à ce niveau-là, c'est le bicéphalisme maintenant. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le président, il est coincé, il a un premier ministre qui n'est pas de son obédience parce que la majorité ne lui est pas acquise. Oui. Et il doit néanmoins présenter un bilan à la population. Parce que c'est lui le chef de l'exécutif, c'est lui qui convoque le Conseil des ministres. En ce moment-là, pour faire passer, il crée un gouvernement parallèle. Il crée un gouvernement parallèle des conseillers. Et les conseillers du président, n'ayant pas la signature, ne pouvant pas engager. Ne pouvons pas engager, le conseil du président, ne pouvons pas engager l'État. Parce que seuls peuvent engager l'État, ce sont les ministres qui ont la signature par voie des arrêtés. Alors, les conseillers ne pouvant pas engager, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la pression aux ministres du gouvernement. Et quand ils font la pression du ministre du gouvernement, c'est l'imbroglio, c'est le blocage. Alors, après Ilunga Kamba, c'est Samalou Condé Jean-Michel, l'homme du chef, qui a sa confiance.
Et puis, on constate que des conseillers dans la cour du grand chef ont un peu reculé. C'est une parenthèse. Je vais revenir à vous. Vous êtes intéressant. Vous êtes vraiment intéressant. Lui, il recevra les questions en rapport avec le cartel que vous voulez constituer maintenant, le cartel des partis fédéralistes de la RDC, avec tous les dangers qu'il y a. Bundu Dia Congo, Bakatakatanga, et qui encore, ils sont nombreux. Enyélé, quoi encore. Alors, l'actualité chez nous est prioritaire. Il est 11h passé de 6 minutes. Je prends Baba Pakyungu Akumanza, d'heureuse mémoire, mais Vanok Munyupole, Vanok Jambo Abari, tunakupokea. Jambo sana, asante sana Monsieur Fabien, tunashukuru. Taarifa habari katika lugha ya taifa. Tunaanza katika lugha la Kiswahili. Habari kwa ufupi. Tuendelee. Kunako baraza la bunge, mazungumzo yameendelea kati ya wanabunge huko ni kwa ajili ya kuweza kupanga sheria mpya yenye kuhusika na uchaguzi wa mwaka wa 2023, na hapo mazungumzo hao yataweza kutolewa na kuleta mabadiliko kwa ajili ya uchaguzi upitikane katika hali bora. Lakini upande wa wale wa bunge wa FCC na wapinzani wengine wanakuwa wakikanusha na kuona kwamba mipango hiyo haitimilike sawa sawa na katiba kuu ya taifa. Kikao kinaendelea upande wa Nairobi huko, wanasiasa viongozi wao wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamezidi kuzungumza pamoja na serikali, lakini kuna kwa shida nyingi kwa kuweza kutambua kweli kabisa wanani wanakuwa viongozi maalumu wale wafanya siasa wa mashariki ya taifa letu. Na upande wa Ituri, maofisa kenda ambao waliweza kukamatwa kuwa katika biashara ya kuzishia wale wahasi vifaa vya vita wanakuwa tayari mbele ya mahakama, wataweza kusambishwa na kesi hiyo itaendelea hadi watapewa hukumu mbele ya sheria. Na huyo ni katibu mkuu wa wizara yenye kuhusika na mlimo hapa nchini, alistakiwa kutumia vibao ya serikali na fedha ya serikali hapa nchini. Amepata hukumu ya miaka 10 jela. Yeye amepata adhabu hiyo kutokana na kutumika kazi vizuri ya serikali ya Kinshasa. Shukrani. Taarifa inaendelea katika lugha mbalimbali. Losa kwa baibumbage menalisala awengomba makonzi Kinshasa boibola muna bokusa basango ya itanda 50 lokota lingala tufungole ya ngotolanda. Bobongo limiango ya mobeko ya maponami po ya mobukoto mibale na tukumbele misato maponami ya kimia bosembo maponami ya bakoleka bongo komema mbilinga to kati ya ekolo Kongo Demokratiki na bosali penza lokola motama kibongo na buku likonja mibeko ya ekolo Kongo Demokratiki bo batemisala nyango moko leka penza kokoba siko koba kuna ondaka baponami ya takoba elisanga FCC baponami banso ba FCC ba koleka bongo penza komo ingela te olikita moye kasimboso koja Christophe Longo na baponami baike ba koleka penza kokoba kosa mosalo mango po ite bazwa bongo ekatelo ya bobongisi miango ya mobeko ya maponami mai makoleka bongo kosalema na mobukoto mibale na tukumbele misato. Na ekolo Kenya masolo ya Nairobi kokoba siko koba po ete batombo ki ba 23 basusu basi bongo penza kodama wana na ekolo Kenya po bosombiti makanisi mabango na boye blenge kan bakoki bongo kozongisa kimia na monela ekolo Kongo Demokratiki nde na boye baili sanga eye to pe masanga ya batombo ki basi bongo penza kosangana po bolobi ete bakoti bongo manaka ma DDRSC po ya bosoli o makamo maiki me matali bongo kimia o monela ekolo Kongo Demokratiki. Bosembo na etuka Ituri esengela bino boye bate batomboki baleka bongo penza kosomba baminduki ya bayi mapinga bazali bongo motango libwa boye bate basi bongo penza kofongola milumi yango ya bosambisi bango po lokasa eye baimboka banso basi bongo kojoma wana na Ituri wa pepai basi bongo kotalisa ete bayi mapinga dibwa baleka bongo kosomba baminduki po botekeli batomboki beba ko bongo kozangisa kimia na baimboka ya monyele esengeli bongo bazo etumbu ya bango pambate ba ko bongo kotika ekolo.
kaka omambi matali bosembo esengela mnobo bate balexi bongo penza ko jwambano ya bosali boloko po ya mibuzo mikalaka mokonzi ya bayemambi matali penza ministela ya bilanga utope agriculture lopoto batali seta si bongo ko jwa misolo ekolo na bosali yango na lolenge ngo baniti esengeli bongo misolo miyemi likabongo ko zonga okati ya sonduku ya bobombi misolo ekolo Congo démocratique nde kimia moko likabongo ko kota kuna o ministela ya bolandeli mambi matali bilanga Manso mendeza kibongo basango bokuse tolengela kibongo pona etando ya 50 lokota lingala kasina ngombo zibongo ya koya tokoleka bongo ko timola yango bozindo botika kala manaka ya 50 bonjour longola Fabien Lumbala nazongo silo malo to sepeli mwana mboka pona opesi biso ba nouvelle na tongo wa tozozela ba mususu bazali merci. Nous sommes en direct. Merci à Vanok Mounipole, merci à Glove Mavita pour l'actualité en langue nationale. Kiswahili avec également Lingala, nous venons de l'apprendre. Renaissance Berkane, victime d'un accident de circulation. Florent Ibengue Ikwangé, blessé à la colonne vertébrale. C'est ce que nous venons d'apprendre comme nouvelle ce matin au Sud Kivu. 2 morts et 8 blessés après l'éboulement de terre dans la ville de Bukavu. Les dernières nouvelles à notre possession. Je reviens à vous. Monsieur Mambou. Oui. Mambou, vous dites des choses qui tiennent la route. Apparemment, cette constitution, c'est même la meilleure lorsqu'on veut servir le peuple. Bon, c'est... Pour l'instant. Pour l'instant, je ne dirais pas oui. Je ne dirais pas oui parce que quand on veut servir le peuple, on va vers le peuple. On ne s'accapare pas de tout le pouvoir au niveau central et qu'on prétend dire qu'on veut servir le peuple. Je vais vous donner des exemples. Dans cette même constitution, la constitution de la République, d'abord, consacre tout le pouvoir entre une seule institution, comme je venais de le dire, le président de la République. Vous allez remarquer même dans l'institution Cour de constitutionnelle, le président de la République a droit à placer 3 magistrats et sa majorité, s'il a acquis la majorité, il a 3 autres magistrats sur le 9. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle est déjà acquise à sa cause s'il a la majorité au niveau du Parlement. C'est-à-dire 2 chambres réunies qui produisent les 3 autres magistrats et les 3 magistrats du président, ça fait 6 sur le 9. Donc, beaucoup trop de pouvoir, beaucoup trop de charges. Trop de pouvoir. Moi, je parlerai des charges. Parce que c'est l'apostolat que de faire d'être président de la République. Ce n'est pas un avantage, ce n'est pas une fonction. Donc on a surchargé le président. On a surchargé le chef de l'État. On a surchargé le président de la République dans notre constitution. Et du point de vue économique, parce que nous pressons le fédéralisme, nous regardons déjà là. Du point de vue politique, vous êtes déjà dans la quintessence, vous démontrez maintenant les faiblesses de l'unitarisme qui est le nôtre. Voilà. Je suis en train de le démontrer à partir d'un manuel didactique qui est notre constitution. Et si nous regardons la même constitution, consacre tous les pouvoirs économiques au niveau central. Nous parlons aujourd'hui, le monde parle aujourd'hui... Il y a la caisse de péréquation qui est prévue. Le Sénat est l'émanation des provinces. Cette caisse de péréquation, c'est prévu, ce n'est pas le fédéralisme qui l'a mis. Vous dites bien, c'est prévu. La caisse de péréquation a été prévue depuis 2006. Jusqu'à ce jour, la caisse de péréquation n'est pas encore tout à fait fonctionnelle. Je ne pense pas. Et vous allez remarquer même du point de vue budgétaire, il y a un dépassement du budget au niveau du gouvernement central. Mais il y a un déficit criant au niveau des exécutifs provinciaux. C'est-à-dire que dans les exécutifs provinciaux, les recettes dues aux provinces qui sont des recettes à caractère national ne sont toujours pas rétrocédées. Nous, les fédéralistes, nous disons ceci. Il ne fallait même pas qu'on parle de la rétrocession. Il fallait qu'on parle de transfert. C'est-à-dire les recettes produites par des entités décentralisées devaient être d'abord retenues au niveau des provinces et transférer une quantité au niveau central. C'est-à-dire laisser le gouvernement central ne s'occuper que du domaine de matière de souveraineté. La diplomatie, la sécurité, la défense, la justice,
la police et en plus les recherches scientifiques. Les autres domaines, ce sont les provinces qui chacune s'en occupe ou les gère de manière autonome. Autonome et de façon responsable, parce que nous nous disons que lorsqu'on ne laisse pas le pouvoir, donc on ne diversifie pas le pouvoir par rapport au central, le pouvoir central et le pouvoir des entités décentralisées. Une réelle décentralisation. La réelle décentralisation qui aboutit au fédéralisme, au fait. Nous allons parler de la mésoéconomie. La mésoéconomie, parce que c'est un terme économique que les gens n'utilisent pas trop souvent ici. La mésoéconomie veut dire ceci: gérer les entités décentralisées comme des entreprises privées. Regardez les performances de ces entités décentralisées, chercher les moyens pour les développer. En Europe, ça, c'est des pratiques depuis longtemps. Moi, j'ai vécu à Montpellier, qui est dans la France hautement décentralisée, proche du fédéralisme, parce qu'ils ont des assemblées départementales, ils ont du gouvernement de province, ils ont des régions, ils ont tout. Monsieur Georges Frêche a engagé le département de l'Hérault pendant 30 ans à un financement extérieur pour développer l'Hérault. Ici, on attend tout. La Constitution interdit aux provinces de contracter des financements extérieurs. Or, la mésoéconomie veut... Certains gouverneurs, selon leurs détracteurs, seraient dans les poches des gens à la cour, ici à Kinshasa, ou dans la poche des ministres... des méga-ministres, tout ça. Je ferme la parenthèse. Et pourtant, la France n'est pas dans le fédéralisme, mais la France a un système qui fait que les provinces ou les départements se développent, et même les gens vivent au pouvoir à la base. À la base. Chez Ségolène Royal, à Nantes. À Nantes, Poitiers, oui. Poitou-Charentes, oui. Bordeaux et tout ça, par où on est passé quand même, mais personne n'en vit Paris. Monsieur Basseya, on en a parlé avec vous dans les briefings. Exactement. Personne de Bordeaux, de Nantes, de Poitou-Charentes, de Poitiers n'envie les Parisiens. Les Parisiens. Hein? Or, ils sont dans la décentralisation comme nous. C'est comme ça que nous disons que cette décentralisation, issue d'un système unitariste, a échoué dans notre pays. Nous avons un cas probant, un cas réel. Une province aussi puissante que la province du Kasaï. Quel Kasaï? Parce qu'il y en a maintenant... Kasaï, bon, avec Chikapa, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Sankourou. Il y en a 5. Parce que nous tendons vers le fédéralisme, oui. Moi je parle du Grand Kasaï. Parce que l'État fédéré ne sera pas l'État fédéré du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Kasaï... Oui, allez-y. Ce sera l'État fédéré du Kasaï. Cette province, cet espace est très riche. Est très riche. Alors, diamants de luxe, diamants de joaillerie. Et voilà. Aujourd'hui... La terre. La terre. Le nickel, le fer. Voilà. Aujourd'hui, cette province ne démarre pas par faute de financement, tout simplement. Par faute de financement, parce qu'ils doivent tous attendre du gouvernement central. Ils doivent tout attendre du gouvernement central. Or, si nous étions dans le fédéralisme, la province du Kasaï pourrait contracter des financements extérieurs. On pourrait changer les dispositions de la Constitution qui veut que les provinces ne puissent pas contracter des financements extérieurs. Ça, c'est bloquer le développement des provinces de façon à ce que les provinces ne dépendent que du gouvernement central. Et ça, c'est l'échec aussi du système unitariste. Donc, mais dans la mésoéconomie... J'ai suivi un reportage qui date à l'époque de la sécession. Sud Kasaï, Belge avait instrumentalisé Moulopoe, il en a parlé avant d'aller mourir, Moulopoe, il avait instrumentalisé pour créer cette sécession. Mais à cette époque-là, la Miba produisait toujours du diamant. Mais à cette époque-là, le peuple souffrait, il n'y avait pas de réponses adéquates à ces préoccupations. Dans l'État, quand Moulopoe était encore empereur au Sud Kasaï, ce n'était pas l'unitarisme. Bon, ce n'était pas l'unitarisme, c'est vrai, mais c'était voulu pour des raisons inavouées des Belges. Parce que les Belges, quand ils ont incité
la sécession, ce n'était pas pour que notre pays puisse se développer, c'était pour que le pays puisse se saucissonner. Mais le fédéralisme en soi n'est pas une approche pour pouvoir saucissonner notre pays. C'est pour pouvoir développer le pays suivant les réalités sociologiques, ethnologiques, linguistiques. Parce que les enfants doivent apprendre dans les langues qui leur sont propres, dans une langue qui peut leur permettre de bien étudier, de bien comprendre les choses et de bien pouvoir assimiler le civisme et le développement de notre pays. Alors, les Belges, eux, ce n'était pas la même motivation. Mais nous, ici, notre motivation, c'est de pouvoir développer. Qu'apporterait le fédéralisme dans l'espace comme Grand Kasaï, parce que vous y êtes. Voilà. Qu'apporterait le fédéralisme? Nous faisons d'une pierre deux coups, oui, avantages et faiblesses, et de l'unitarisme et du fédéralisme. Le fédéralisme permettrait d'abord au Grand Kasaï de pouvoir se développer de façon assez autonome, parce que le Grand Kasaï a toutes les potentialités. Le fédéralisme permettrait, le gouvernement fédéral, fédéré du Grand Kasaï, permettrait au Grand Kasaï de pouvoir contracter des financements sous la supervision de l'OGDEP, qu'on appelle aujourd'hui la DGDP. Le fédéralisme pourrait avoir des financements extérieurs pour pouvoir développer le Grand Kasaï. Aujourd'hui, nous avons le barrage de Katende. Le barrage de Katende, c'est la source énergétique par excellence de l'espace Grand Kasaï. Ce barrage-là donc le projet date de plus de 20 ans. À ce jour, le barrage n'est pas encore fonctionnel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une des priorités du gouvernement central. Le lac Mukamba, qui est un lac qui draine beaucoup d'eau, qui pouvait faire un interland de grand développement du Kasaï du point de vue de l'agriculture, n'est pas mis à contribution de façon réelle parce qu'il manque de financement. Mais le fédéralisme, avec un gouvernement fédéré, avec les départements, les assemblées fédérées, avec les moyens qu'eux ils possèdent, pourront faire l'évaluation de leurs moyens. Ils pourraient présenter le Grand Kasaï comme un espace en mésoéconomie qui pourrait s'auto-développer. Alors, maintenant, ce n'est pas que le Grand Kasaï, c'est toutes les provinces. Parce qu'à ce jour, on commence à croire qu'il y a des provinces qui sont nantis et des autres provinces qui ne sont pas nantis. Pourquoi? Parce que la priorité de notre vision économique, même telle qu'inculquée par les institutions de Bretton Woods, c'est grâce aux grands minéraux que nous pourrons nous développer. Mais nous, à l'époque, quand nous étions à Litié, nous avons pu démontrer que le minerai du Grand Katanga ne contribuait pas plus que le pétrole du Congo central. Ça, on n'en parle pas. Il y avait quatre sociétés pétrolières seulement au Congo central. Chevron, il y avait Perenco, il y avait... Perenco est encore là. Il y avait deux autres... Franco-italien. Franco-italien, j'ai oublié parce que ça fait quand même longtemps que j'ai quitté Perodoro, c'est le franco-italien, voilà. Voilà, oui. Que j'ai laissé la structure, mais je vous dis que j'ai tenu les statistiques, le rapport de l'ITIE pendant au moins 3 à 5 ans. Le Congo central était placé, du point de vue de la mobilisation des recettes, de la contribution à l'économie de la République démocratique du Congo, était placé au devant du Katanga. Parce qu'on parle du Katanga en regardant les grandes mines. Mais les grandes mines, il y a beaucoup de méandres dedans. L'État ne tire pratiquement plus rien. Mais ça, c'était notre débat. Ce sont des multinationales qui avaient tout à l'état brut. Et puis, mais à l'époque où vous étiez à Litieux, la Gécamine était en difficulté, grave difficulté. Mais la difficulté de la Gécamine, c'est par rapport aux conventions, aux contrats de partenariat qu'il a signés. Vous savez, moi j'ai été à Tekefougourou, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais j'ai remarqué la délocalisation du peuple congolais pour la production des minéraux. Les misères dans lesquelles gît le peuple congolais dans cette contrée-là, je ne parlerai pas des grands Katanga riches, parce que le Katanga riche doit se sentir dans le vécu, des populations locales. Voilà. Et ça, je une parenthèse importante. Ouais, parce que vous étiez à Mwanda, on termine par là, du moins avec vous. 6 mois déjà, depuis que le chef de l'État a posé la première pierre pour le port en eau profonde, construction du port en eau profonde de Banana, mais les privés, des particuliers ont des concessions.
la société qui exécute des travaux a du mal, n'a pas d'espace pour faire le boulot. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on fait? On doit écouter les Nékongo et laisser l'ouvrage n'est pas démarré. D'abord, je vous dirais que ce n'est pas que le Nékongo qui a acheté la Mwanda, c'est tout le monde qui a acheté. Et ils ont acheté chez qui? Ils ont acheté chez l'État. C'est ça aussi le problème de centralisation, de centralisme. C'est ça le problème de l'unitarisme et du centralisme. Parce qu'on parle d'unitarisme, en fait, c'est le centralisme. C'est la concentration du pouvoir au niveau national, au niveau du gouvernement central. Donc c'est ça. Alors, ce même État-là, il vend aux particuliers les terres, il vend les concessions qui étaient déjà prévues pour un programme de plus de 20 ans, qui existait depuis plus de 20 ans. Et ils vendent aux particuliers. Et les particuliers achètent. Et maintenant que le projet est maintenant viable, on est en train d'aller vers la réalisation de ce projet. Hésite pour déposséder, il faut déposséder ces gens, les dédommager. Et les dédommager. C'est le même État qui va encore dédommager. Or, si l'État une fois de plus, Kinshasa égoïste, gourmand et tout. Et je vous le dirai peut-être que bon, je ne vais pas faire le procès des préposés de l'État qui sont en train de travailler au niveau de Mwanda. Je ne connais pas, c'est un dossier que je dois encore lire. Mais je présume qu'il y a une mafia. Parce que les gens qui vendent, ce sont les préposés de l'État qui vendent aux particuliers. Et quand ils vendent aux particuliers, les particuliers revendiquent à ce qu'ils soient dédommagés auprès de même État. Voilà. Donc même administration. Alors, l'unitarisme et ses faiblesses. Et ses faiblesses. Il nous a aidé, l'unitarisme, pour garder le pays intact. Sous Mobutu, il y a eu des velléités sécessionnistes. Tchombe Kalonji, après l'indépendance. Après, on a eu les Bakatakatanga ici. Mais Mobutu a maté aussi d'autres rébellions, là, on se souvient. Et puis après, ici, Bundu, soi-disant Bundu dia Congo. Mais les faiblesses sont énormes de cet unitarisme, selon l'alliance politique des Kassavoubistes qui sont fédéralistes. Monsieur Basseya, on termine avec vous. Vous êtes le président national de cette alliance. Dites-nous concrètement, là, est-ce que vous êtes en mesure de rassembler autour de ce qu'on appelle cartel des partis fédéralistes? Monsieur Fabien Lumbala, comme il vient de le démontrer tout de suite là, le secrétaire général adjoint M. Christian Mambo, l'unitarisme a échoué lamentablement. Seul le fédéralisme qui peut, donc, seul le fédéralisme, disons que le fédéralisme est la seule alternative pour le développement de notre pays. C'est pourquoi nous en appelons à tous les partis politiques et associations culturelles. Ça, c'est un appel. Est-ce que vous serez en mesure de réunir? Bien sûr, nous serons en mesure. Une majorité autour de ce cartel, de cet idéal. Exactement, nous sommes déjà une dizaine. C'est pourquoi nous en appelons à tous les partis politiques et les associations culturelles qui prônent le fédéralisme de nous rejoindre après-demain. Ça sera le 28 jeudi à la place mythique, à la place Imika, pour la signature de la charte du cartel que nous mettons en place. Voilà, on va voir un peu, véritable gageure, hein. On va voir un peu si l'UNAFEC sera avec vous et d'autres fédéralistes. On connaît aussi les faiblesses du fédéralisme, c'est que tous ceux qui sont mal intentionnés sont dans une sorte de cointard, en train d'attendre les occasions pour sauter, vous envahir et puis créer des problèmes, créer des républiquettes. Non, moi je pense que cette hantise doit partir de nos têtes. Hein. Cet épouvantail-là, nous devons l'enlever. Ça fait quand même plus de 60 ans que nous sommes indépendants. Et s'il y en a eu des velléités de pouvoir faire des républiquettes à l'époque de nos pionniers, aujourd'hui, le peuple est suffisamment mature
nous n'avons pas que la République démocratique du Congo et nous n'avons pas que notre cartel qui prône le fédéralisme. Nous avons plusieurs pays en Afrique ici qui sont des partis qui évoluent dans le fédéralisme. Nous parlons du Nigeria, la grande puissance africaine aujourd'hui, à part l'Afrique du Sud qui est aussi fédéraliste, et c'est le Nigeria, suivi du Ghana. Quand vous regardez ces pays-là, ce sont des pays qui avancent parce qu'ils ont focalisé. Ils ont en proie à un terrorisme sans précédent. Non, ça c'est ce qu'on appelle la déstabilisation de l'impérialiste. L'impérialiste ne veut pas que l'Afrique se développe. Quelle est cette rébellion qui va se créer en l'unité? Est-ce qu'il y a des fabricants d'armes en Nigeria? Vous savez que si nous voulons rentrer dans ce débat-là, vous savez qu'on a déstabilisé un grand africaniste qui était Kadhafi. On a largué des armes en Libye. Vous le savez, vous êtes journaliste, vous avez dû faire des enquêtes. Lui-même avait beaucoup d'armes. Il avait beaucoup d'armes. On a largué aussi les armes. Voilà. On a largué des armes, il faut le dire. Ils étaient en paix. On a tenté de déstabiliser l'Afrique en partant de la Libye. Nous ne devons pas toujours subir. Maintenant qu'on est tenté de déstabiliser la République démocratique du Congo en créant des conflits armés à l'Est. Il y a aussi Minembwe où l'armée étrangère vient pour l'inauguration d'un centre, d'une clinique et ainsi de suite, là, comme s'il n'y avait même pas un gouverneur au sud Kivu. Franchement, ça fait... Non, mais ça fait que nous devons nous consolider. Il faudrait maintenant impliquer le peuple. L'implication du peuple au niveau des bases est nécessaire. Et cette implication ne peut se faire que lorsque le peuple sentira que le pouvoir est proche de lui. Et le pouvoir être proche du peuple, c'est que le fédéralisme est en train de se mettre en place dans notre République. Merci. Jean-Pierre Basséa, président national de l'APK, secrétaire général adjoint, M. Mambou Christian, c'est vous qui avez plus eu le temps de prononcer sous le contrôle du président. Effectivement. C'est le chef qui est là, qui suit le travail fait par les collaborateurs. Excellente journée. Nous pourrons davantage vous écouter dans cette approche. Peut-être que ça pourrait inspirer le législateur. Et la démarche après le cartel, où est-ce que vous voulez en venir? Très bonne journée. Inch'Allah. Nous, jetons l'encre par ici avec espoir de vous retrouver lundi prochain à la même heure, par la grâce de Dieu. Nous sommes en vie.